Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC sur Radio Sensation. Le handicap, dans toutes ses formes possibles, touche plus de 12 millions de personnes en France. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Pierrick Courillot. Bonjour. Bonjour Quentin Alonso, Alors, merci vous pour êtes votre le accueil. président du groupe Handicap, République et Société que vous avez fondé à l'occasion de ces élections présidentielles. On va parler ensemble de d'une partie en tout cas de vos 70 propositions faites donc aux candidats à la présidentielle. Alors, vous souffrez depuis votre naissance d'une paralysie cérébrale et vous avez eu un parcours plutôt politique puisque vous êtes passé notamment par l'Assemblée nationale. Racontez-nous. Oui, j'ai eu la chance d'être collaborateur parlementaire sur la 6e circonscription de l'Essonne. Avant ça, j'avais été en charge des questions d'accessibilité numérique pour Microsoft en France, suite à la sortie d'une norme européenne sur ces questions. Et puis, à la suite de mon passage par l'Assemblée, j'avais effectivement rédigé des notes à l'attention de plusieurs ministres sur ces questions. Et constatant que les choses n'avançaient pas assez, j'ai décidé de fonder Handicap République et Société après la forte crise sanitaire que nous avons traversée. Alors le handicap devait être la grande cause du précédent quinquennat. Qu'est-ce que vous en avez pensé sur les 5 dernières années? Est-ce qu'il y a des mesures qui vont dans le bon sens, qui ont été prises? On a des mesures de simplification sur l'octroi des droits à vie des personnes handicapées auprès des maisons départementales des personnes handicapées qui ont été prises. Ensuite, il y a eu une difficulté d'application de ces mesures par les départements qui ont la charge en fait du pilotage de la politique handicap via les maisons départementales des personnes handicapées. Voilà, mais c'est quand même des mesures qui allaient dans le bon sens, qu'il faut saluer. Il y a eu un plan sur l'accessibilité numérique des démarches administratives qui a été lancé par Amélie de Montchalin sur les 250 démarches les plus utilisées par les Français. Donc il faut saluer ce plan également. Et puis la création d'une prestation de compensation du handicap sur la parentalité sous l'impulsion d'Adrien Taquet qu'il faut saluer également. Alors vous avez donc fait ce livret de 70 propositions pour remettre le handicap au cœur de la République et porter l'ambition d'une société humanisme. Alors parmi vos propositions, vous parlez notamment de l'école inclusive. Donc, elle a suscité une polémique récemment dans la campagne. Elle n'est pas la solution pour les personnes en situation de handicap, selon vous. Vous voulez mettre fin à cette politique de l'école dite inclusive et créer 12 établissements d'enseignement régionaux adaptés, du primaire jusqu'au BTS. Alors pourquoi est-ce que vous estimez que l'inclusion des personnes en situation de handicap à l'école n'est pas suffisante ou en tout cas pas utile pour l'instant? Aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez beaucoup d'élèves qui sont scolarisés à temps très partiel, avec parfois des élèves qui passent de classe en classe sans validation des acquis. Moi, j'ai eu le témoignage d'enseignants en Essonne qui avaient notamment des jumelles qui étaient en première professionnelle, mais avec un niveau de 5e. Je veux dire, c'est pas leur rendre service, il faut que les connaissances soient acquises. Le rôle de l'école, c'est pas de socialiser les élèves, c'est de leur garantir une instruction qui permette leur autonomie future et leur insertion au maximum dans notre société. Et donc, moi, je crois plutôt à une démarche d'hybridation où on fait coopérer ensemble l'éducation, les professionnels de santé, les éducateurs, pour que les élèves puissent avoir sur un même site à la fois l'enseignement scolaire, aux côtés de camarades valides, sous pilotage de l'éducation nationale, mais l'ensemble de la prise en charge de rééducation dont ils ont besoin, parce qu'aujourd'hui, le maillage de professionnels libéraux de rééducation est très insuffisant. Vous avez notamment des prises en charge de rééducation libérale qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale aujourd'hui, même en cas d'affection de longue durée reconnue pour un handicap. Donc vous avez une fracture territoriale et financière, et justement, la création de ces établissements régionaux viennent un peu casser ces fractures. Mais on estime que c'est une réponse parmi la palette. Voilà. Après, sur la scolarisation en milieu ordinaire, il faut qu'on relève les salaires des accompagnants d'élèves en situation de handicap, qu'on les forme mieux, qu'ils puissent être là sur toute la durée de scolarisation de l'élève, et pas uniquement à temps partiel, voire très partiel, qu'ils soient plus mutualisés, d'ores et déjà. Donc c'est un changement de vision. Voilà. Il faut permettre à chaque
personnes en situation de handicap de se révéler. Alors, concernant l'emploi à présent, puisqu'après l'école vient le monde du travail, 16% des personnes handicapées en France sont aujourd'hui au chômage, un chiffre que vous dénoncez d'ailleurs dans ce livret. Alors selon vous, le gouvernement devrait prendre en charge l'aménagement des postes de travail pour éviter un surcoût aux entreprises, c'est ça? Oui, l'idée c'est de changer de paradigme. Le handicap n'a plus être une charge pour nos entreprises, mais une opportunité. Voilà, vous avez aujourd'hui typiquement la question des frais de transport qui, dans le cas de certains salariés, peut monter jusqu'à 40 ou 50 000 euros par an. Et donc, faute d'emploi, en fait, les personnes en situation de handicap se tournent vers l'entrepreneuriat pour pouvoir avoir une activité économique, mais avec une protection sociale au rabais. Et c'est là où il faut qu'on change de manière de penser. Et puis, on l'a vu pendant la crise sanitaire. Les personnes handicapées ont été les premières à souffrir du télétravail, selon les enquêtes, parce qu'en fait, elles n'étaient plus en contact avec leurs collègues, elles étaient isolées. Et donc, avoir un emploi, c'est aussi le lien social qui est derrière. Et donc, c'est tout cela qu'il nous faut regarder. Il faut aussi penser toute la question de l'accès à l'enseignement supérieur et de la formation pour monter en qualification. Il y a encore beaucoup à faire aujourd'hui sur ce volet-là. Il faut également convaincre les entreprises. Il faudrait monter une politique de sensibilisation auprès d'elles, selon vous? Il faut à la fois de la sensibilisation, de l'accompagnement aussi, sur quels aménagements mettre en place, et puis un reste à charge zéro sur ces aménagements, pour qu'on puisse lever tous les freins à l'exercice d'une activité professionnelle. Alors vous souhaitez, dans la politique, vous souhaitez des quotas de personnes handicapées à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, selon vous, comme la parité, ça devrait être la norme? On a vu que la parité a été la seule chose qui a permis, dans un premier temps, de permettre aux femmes de casser le plafond de verre en politique. On a aujourd'hui près de 12 millions de nos concitoyens qui sont en situation de handicap, et on a un seul député en situation de handicap visible à l'Assemblée nationale. Donc il faut qu'on arrive à changer les pratiques et à permettre aux personnes handicapées de s'engager. Donc oui, des quotas pour commencer. Alors vous faites également dans ce livret des propositions à l'échelle européenne. L'Union européenne peut aussi aider donc à remettre le handicap au cœur des sociétés? Bien sûr. D'une part parce que l'Europe a quand même un pouvoir de directive à l'échelle européenne. Sur la question d'accessibilité numérique, par exemple, on a avancé grâce à une directive européenne en 2016, la EN 301-549 sur l'accessibilité numérique des services publics, qui a permis justement de commencer à structurer les choses et de challenger les États. Et donc, nous, là-dessus, on vient proposer plusieurs choses. D'abord, une agence européenne de structuration de l'innovation, à l'image de la DARPA américaine, pour qu'on puisse innover au service du handicap. Ensuite, il faut qu'on regarde comment on peut créer, à l'échelle européenne, un socle européen de compensation du handicap entre les États membres, pour que votre accompagnement du handicap vous suive dans vos déplacements à travers l'Union européenne. Et puis, également, toute une politique à travailler sur la relocalisation d'un certain nombre de techniques qui sont pourtant stratégiques, parce qu'on ne peut pas passer notre temps à dépendre des Américains et des Chinois pour notre approvisionnement. Et ensuite, nous aurons aussi la question, par exemple, de l'intelligence artificielle et de la robotique, sur laquelle il faut que nous allions pour que l'innovation soit mise au service du handicap. Donc l'Union européenne également a sa part de responsabilité et peut agir. Merci beaucoup, Pierrick Courriot, d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Alors nous parlerons d'autres idées et d'autres recommandations dans un prochain mag. Rapidement, quelle décision vous estimez prioritaire parmi toutes ces propositions, s'il y en avait une? Tout d'abord, la création de cette agence européenne me paraît
prioritaire. Une priorité. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc le président du groupe Handicap République et Société, que vous êtes à l'origine de ce livret. Alors pour retrouver toutes vos idées, on peut se rendre sur le site handicaprepublicsociété.fr et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site, notre application et notre chaîne YouTube Radio Sensation.